Au petit matin, descente de police dans une cité d'Aubervilliers. Ces enquêteurs de la brigade de protection des familles cherchent à interpeller un jeune homme de 18 ans. Un multirécidiviste connu pour vol, trafic de stupéfiants, effraction, escroquerie. Bonjour madame, c'est le commissariat d'Aubervilliers. Cette fois, il le soupçonne d'avoir frappé une jeune fille de 15 ans. Bonjour. Ah, c'est pour qui, là? C'est pour qui? Putain... Merci. Eh si, allez viens, dépêche-toi, on y va. Eh, vas-y, reste à l'heure, là, je vais après. Non, c'est pas comme ça. T'es pas tout seul dans cette histoire, et j'ai tout expliqué. Allez, viens. Tu sais, je vais te dire pourquoi t'es interpellé. Quoi? Tu connais. Voilà, t'as compris? Et voilà. 2 autres suspects sont interpellés simultanément dans la ville, soupçonnés d'être impliqués eux aussi dans le tabassage de l'adolescente. Patrick, un enquêteur du service, est chargé de mener la première audition du suspect, en présence de son avocate. Il s'appuie sur les déclarations de l'adolescente qui a déposé plainte. Juste votre carte, s'il vous plaît, maître. Merci beaucoup. Est-ce que tu connais une dénommée? Oui, je la connais. Qu'est-ce qui s'est passé là? Je l'ai croisée. Vas-y, ouais. Et je l'ai croisée. Après, comme elle avait raconté des histoires fausses sur moi, Elle raconte quoi exactement sur toi? des trucs bizarres. Ok. Après, ben, moi, j'ai fait l'enfant. Je suis rentré dans son jeu. T'as fait quoi? T'as fait l'enfant? Ouais, j'ai fait l'enfant, là, je suis rentré dans son jeu, après, je l'ai frappé. C'est-à-dire, t'as fait l'enfant, tu l'as frappé exactement. C'est quoi? Je lui ai mis des claques. Après, j'avais un bâton, je lui mettais des coups de bâton. Tu l'avais avec toi le bâton? Ouais. Et je lui mettais des petits coups. C'était quoi comme bâton? Un petit bâton, c'était... En bois? Ouais, en bois. Tu sais ce qu'elle a au moins ou pas? Ouais, genre... T'as entendu? Je vais te dire un petit peu ce qu'elle a fait à l'hôpital. Elle a 6 jours d'ITT déjà, hein, d'accord? Donc, elle a une échymose sur la tempe gauche. Elle a des échymoses sur le bras gauche, face antérieure, le coude droit, la cuisse gauche, le mollet gauche, la cuisse droite et le mollet droit. Donc t'es sûr que tu lui as mis que des claques et des petits coups de bâton? Ouais. Le truc, c'est qu'il y a des témoins qui disent que tu l'as quand même un peu roué de coups à un moment donné. Ouais, sûrement. Mais je me rappelle plus trop parce que ça fait un peu longtemps. Apparemment, tu l'as suivi, tu l'as enfermé dans le hall du... Là, tu l'as encore roué de coups. Donc t'es sûr que tu l'as mis que des claques? Tu sais, il vaut mieux que tu me dises la vérité. Je l'ai frappé, tu sais. C'est-à-dire, tu l'as frappé. Je lui ai mis des coups. Des coups de quoi? Coups de poing? Non, des baffes. Et le bâton, c'était pas une barre de fer plutôt que t'avais? Ouais, c'était même pas une barre de fer. C'était une antenne de voiture. Ah, voilà, tu vois. Est-ce que quand même tu prends conscience des coups que t'as portés à quand même, c'est... Déjà, on frappe pas une femme pour commencer. Je pense que t'aimerais pas qu'on fasse ça à ta petite sœur, à ta maman, des trucs comme ça. Moi, je suis désolé. Hein. Je voulais pas que ça en arrive là. Franchement, là, je suis désolé en y repensant. C'est pas quelque chose de bien. Après cette première audition, un complice présumé de l'agression, lui aussi connu du service, est à son tour interrogé par un autre policier. Il est très décontracté face à l'enquêteur. Alors toi, elle t'a reconnu sur le fichier, parce que c'est sur le fichier qu'on a. Comment, en photo? Ouais, sur les photos, bah tu sais, t'es déjà inscrit dans nos fichiers. Non, ma photo, je suis beau. Et voilà. Donc, elle t'a reconnu sur cette photo-là. C'est passé quoi avec elle le 18 septembre? Je sais pas, il lui disait ouais, pourquoi t'as dit ça sur moi, pourquoi t'as menti sur moi et tout ça, nanani. Après, il l'a tapé. Et moi, Ensuite, il l'a tapé. Vous voyez, elle commençait à s'évanouir de toute façon. Et moi, je lui ai mis des claques et tout. Au début, moi, je lui mettais des claques pour qu'elle se réveille. Après, elle dit ouais, pourquoi tu me frappes? Après, j'ai dit, là, tu veux que je te frappe tout ça. Après, je lui ai mis 2-3 claques, je crois. Et des bonnes blagues, des bonnes blagues. Moi, je regrette d'avoir fait ça. S'il y a des excuses à aller présenter, moi, je suis prêt. Hein. Je regrette. Des faits reconnus sans difficulté, des regrets apparents, mais pour les policiers,
Un degré de violence élevé qui semble être devenu la norme chez des mineurs de plus en plus jeunes. Apparemment, c'était son ancienne copine, mais ça le dérange pas de la frapper une semaine après, et puis de leur rouer de coups et de repartir. Aller manger un grec, c'est devenu normal. En fait, c'est normal pour eux. C'est la norme pour eux. Ils sont indifférents, ils cognent. Pour eux, la fille n'est pas l'égale de l'homme. Ah oui. Loin de là, loin de là. Ouais. Pour eux, ils n'ont pas la notion de frapper. Combien de fois ils nous ont dit, on frappe pas, on éduque. Rentre, assieds-toi sur la chaise au fond là-bas. Madame, vous pouvez rentrer aussi. La jeune victime de 15 ans est convoquée au commissariat. Elle est accompagnée par sa sœur. Ses agresseurs présumés vont lui être présentés derrière une vitre sans teint. Serre-toi. Voilà. Numéro 4. Il m'a suivi avec un essuie-glace et il m'a frappé avec. D'accord. Donc tu confirmes que c'est bien lui qui t'avait fait tout ça? Oui. Ok. À côté, numéro 2. Ok. Il avait fait quoi? Il m'en a mis une pour me relever et en me relevant, il m'en a mis une deuxième. Voilà, ok. Je sais pas comment cette histoire va s'en finir, mais... Je sais pas du tout. Je vous assure que j'en ai la boule au ventre. Ouais, mais je comprends. Ma soeur, voilà, et c'est elle qui va s'en prendre. Tout le quartier est en train de lui dire, ouais, s'il tombe, c'est à cause de toi. S'il tombe, c'est à cause de lui. Ouais. Oui, je sais, mais vous connaissez comment ça... Ouais, moi, je peux pas être derrière ma soeur tous les jours. Je sais, ils sont Un assez jour, débiles. ils vont me la prendre, ils vont la mettre dans une cave. Et vous savez, nous, on est des gens sans problème, sans histoire. Bien sûr, bien sûr. Dans cette affaire, il n'y aura pas de sanction. Le principal suspect s'en sortira cette fois avec un rappel à la loi. Aubervilliers, 76 000 habitants. Le taux de délinquance y est l'un des plus élevés de France. Une ville frappée par une économie de survie à ciel ouvert. Trafic de cigarettes vendues à la sauvette ou mécanique sauvage sur les trottoirs avec ses garagistes de fortune. Une partie de la ville est classée depuis 2012 en zone de sécurité prioritaire. Mathieu, tu reprends le volant, s'il te plaît. Descendez, vous vous levez. Des patrouilles sur le terrain, mais aussi un travail d'investigation mené depuis ce bâtiment de briques rouges, le commissariat d'Aubervilliers. 150 fonctionnaires travaillent ici, sous la direction d'une femme, une commissaire, Fabienne Azalbert. Ça va être une semaine assez chargée. On va parler d'abord des affaires judiciaires. Elle et ses équipes gèrent une dizaine de gardes à vue chaque jour. Trafic de stupéfiants, affaires de mœurs, mais aussi une spécialité locale, le vol à la portière. Ces images ont été tournées par la police. Des jeunes en scooter cherchent une proie dans les rues de la ville. Ils nous ont pas vus, les gars. Ça va taper là. Zoom, zoom. Oh putain, il va taper. Il adresse, il faut que j'aille. Belle incendie. Le vol n'a duré que quelques secondes. Et vous les lâchez pas, les gars. Cette fois, les voleurs réussissent à prendre la fuite au prix de multiples risques. Ils se séparent. Depuis 3 mois, ce policier surveille un groupe de jeunes particulièrement chevronnés. Donc on les voit tourner d'abord. C'est toujours comme ça, ils font des petits tours et ils cherchent à repérer. Vous allez voir, ils jettent des coups d'œil à l'intérieur des véhicules. Voilà, on les voit regarder à l'intérieur des véhicules. Là, vous voyez, on les voit vraiment bien regarder. En général, ils s'en prennent à des femmes seules, donc ils posent leur sac à main sur le siège passager. Les mains dans les poches pour tenir les silex. Pour briser les vitres, ils utilisent ces petits cailloux aiguisés, ici placés sous scellés. Ils les frottent les uns contre les autres, ils les balancent sur la vitre, et après, soit la vitre explose toute seule, enfin avec les silex, soit c'est l'aide de la main qui rentre qui va terminer le travail. Un vol particulièrement traumatisant pour les victimes.
En 3 mois, suite à des surveillances, des recoupements téléphoniques et même des analyses génétiques, les enquêteurs pensent pouvoir attribuer 24 agressions commises dans le même secteur à une seule équipe. L'interpellation est prévue ce matin. Fred et ses collègues sont chargés d'arrêter le leader présumé du groupe, un mineur de 17 ans, trahi par son ADN. Kevin, il a pris le bélier? Ouais. Oui, dans le contre, là. Kevin, il casse la lourde. Leur objectif, Ouais. nous l'appellerons Michael, ne dort pas chez lui, mais dans un foyer éducatif de la région parisienne où il a été placé par un juge. Là, c'est bon, on arrive au foyer. Sus. C'est moi. On vient t'interpeller. Tu te lèves? Donc 7h12, je te place en arrivée pour des faits de vol en réunion, précédé de dégradation. Les policiers ramènent Michael au commissariat. Ta casquette, de toute façon, tu vas pas la mettre en garde à vue, ta casquette. Il est un habitué des lieux. Il y a été interrogé à de multiples reprises pour un seul et même délit, les vols à la portière. Assis-toi. Bien. Fred et Antoine le connaissent bien. Le dialogue est facile. Premier réflexe, regardez les photos dans son téléphone. Et ça fait les coques, et ça fait les coques en moto, et ça fait les coques comme machin. Oh, la classe. Qui c'est qui fait le coq comme ça? Quoi? Qui c'est qui fait le coq? Il y a plein de pognon là. Je sais pas, demande-lui. Hein? Demande-lui. Ouais, je vais demander, ouais. J'ai fait quoi encore là? Franchement. Hein? Et d'après toi, pourquoi c'est le bon moi? Explique-moi. Ouais, il y a encore des bon moi. Pourquoi Moi, j'ai. Pourquoi t'es devant moi? Est-ce que tu crois que je suis venu te chercher par hasard? Non, tu vas m'accuser de quel vol encore? Hein? Ah, c'est pas, je vais pas t'accuser. Je sais. Je suis venu pourquoi? Pour des quoi? Vas-y. Pour des faits de vol? Pour des faits de vol? Ouais. Vas-y. Des vols quoi? À la portière. Voilà. Tu commets ça autour de la Maladorie. Mais où en général? Vas-y. Bonjour. L'avenue Urgeras, pourquoi tu vas taper sur l'avenue Urgeras? Parce que c'est à côté de chez moi. Parce que j'ai Là, pas c'est à entendu. côté de chez moi. Et sur Jaurès, c'est plus intéressant les pièces ou quoi? Il y a plus d'argent. Ah, Ouais. Allez, pourquoi il y a plus d'argent? Et pourquoi ils viennent sur Aubervilliers, les gens? D'après toi? Sur la porte d'Aubervilliers, il a quoi, là? Les Chinois. Et les Chinois, qu'est-ce qu'ils font les Chinois? Bon, en gros, Voilà, les grossiers chinois. Et donc, ils sont payés comment? sur les quais. En liquide, et voilà. Donc, maintenant, je te repose la question. Est-ce que tu as commis des faits de vol à la portière ces 3 derniers mois? Mais non. Ouais. Ouais. Allez, vas-y. Combien de faits de vol à la portière tu as commis? 1. Non, arrête. Non. Sérieusement. Ben, je te dis 1. Non, 1. regarde-moi. Regarde-moi. Tu sais très bien comment ça marche. Tu sais très bien que plus vite tu viendras, mieux ça se passera avec le juge par la suite. Et tu sais très bien que tu nous connais, Fred comme moi. Si on vient te chercher, c'est qu'on a un dossier. Maintenant, toi, ton intérêt, c'est de reconnaître tout de suite tes fautes. Tu vas nous dire lesquelles t'as fait, lesquelles t'as pas fait. Et c'est comme ça que ça se passera le mieux pour toi devant le juge des enfants. Voilà. Grâce aux empreintes ADN de Michael retrouvées sur des silex, Fred et ses collègues savent qu'il est impliqué dans au moins 2 vols à la portière. Je te parle d'un véhicule Volkswagen, un Touran, couleur noire. Est-ce que ça te parle? Non. Et comment ça fait qu'on retrouve ton ADN sur les silex? Je sais pas. Ah bah, Comment toi, mon ADN, j'étais pas là? tout simplement que c'est toi qui as cassé la vitre. Non. Sinon, on n'aura pas retrouvé ton ADN sur les silex. C'est aussi con que ça. C'est scientifique. C'est une preuve. Les policiers sont persuadés qu'il est impliqué dans beaucoup plus de vols. Beaucoup plus qu'un. Allez, abus de nez, vas-y. Abus de nez. Quoi? T'es léger là encore. T'es encore plus léger, vas-y. Là, je sais pas, moi. Vas-y, combien? Vas-y, dis-le. Allez, vas-y. Je compte Combien? pas, je ne compte pas. Moi, je te dis sur une quinzaine. Une quinzaine? Ouais. Est-ce que c'est plausible, ça? Peut-être. Disons que si tu nous dis 15, effectivement, je crois que tu te rapproches de la vérité. Ouais. T'es encore en dessous, mais... Ensuite. Je pense que maintenant, le bal est fini. À un moment donné, il va falloir arrêter un petit peu les conneries. Je t'accompagne? Attends 2 secondes. Au cours de ces auditions, Michael reconnaîtra finalement 8 vols à la portière.
T'es un putain de malade, toi. En attendant d'être jugé, il a été placé dans un centre éducatif fermé, loin de la région parisienne. Antoine ne se fait cependant guère d'illusions sur l'avenir de ces jeunes rompus à la délinquance. Il y en a qu'on a vu grandir. Et c'est malheureux, mais vers 12-13 ans, ils commencent par faire ce qu'on appelle du vol roulotte. Donc casser des voitures en stationnement. Ils se mettent ensuite, en général, vers le vol à l'arrache, vers entre 14 et 16 ans, très souvent. Et vers 16 ans, très souvent, ils passent à ce qu'on appelle le vol portière, mais rarement les deux, se dirigent plus vers les stupes. Et en général, les premiers braquages viennent après le premier séjour en prison. Le trafic de drogue est l'un des fléaux d'Aubervilliers. Il y aurait sur la ville une quinzaine de points de vente. Les trafiquants cherchent en permanence des parades pour échapper aux opérations policières. Les hommes de la brigade anticriminalité, la BAC, s'intéressent à une cité connue pour être un point de deal. On va essayer de descendre dans le parking en fait, qui donne dans les parties communes. Ouais. Ils ont barricadé en fait, ces parties communes pour empêcher les habitants de monter par là, par des matelas, des barricades, etc. Et pour empêcher du coup notre progression pour les prendre à revers. Ce jeu du chat et de la souris avec les trafiquants commence. Les policiers entrent discrètement par le parking de l'immeuble. Ils vont tenter un flagrant délit. Comme prévu, les escaliers sont jonchés de détritus pour ralentir les visiteurs. Les policiers surprennent un acheteur. Mais le vendeur, lui, est invisible. Ici, les transactions se font par ce trou, creusé dans le mur. Une sorte de guichet qui permet aux dealers de prendre la fuite en cas d'arrivée de la police. C'est ce qui en fait ce qui te... Si on n'arrive pas à l'intérieur directement dans l'immeuble, on ne peut pas l'avoir. Là maintenant avec la nouvelle technique qu'ils nous ont fait, ça va être soit l'acheteur soit le vendeur. Il va falloir qu'on innove maintenant une nouvelle technique pour essayer de les prendre en tenaille et faire les deux en même temps. L'acheteur ne sera finalement pas poursuivi. Pour Thomas, en poste depuis 8 ans à Aubervilliers, et son collègue, c'est la routine. Souvent les mêmes délinquants, arrêtés, puis relâchés. Notre boulot, c'est vraiment en fait, de les remettre à la justice. Si on s'arrête à ça, il n'y a plus de police. Nous, on aime vraiment ce qu'on fait. Les interpellations, c'est ce qui nous fait vivre. Après, maintenant, à la justice de faire son travail. Et nous, quand on a fait le nôtre, on est content et on dort serein la nuit. Bye. Traquer les flagrants délits, inlassablement, mais aussi s'attaquer au réseau en profondeur. C'est l'objectif des enquêteurs de la brigade des stupes d'Aubervilliers. BST plus BAC en fait, aussi tout le monde sur place. Okay. Elle est dirigée par Christophe, un lieutenant qui depuis un mois supervise la surveillance d'un petit supermarché de la drogue, organisé comme un commerce. On a 5 objectifs. Dans les 5 objectifs, il y a un vendeur, un gérant et 3 nourrices. C'est un peu particulier. Je donne le top interpelle une fois que j'ai mes deux objectifs principaux sur place, à savoir le vendeur et le gérant qui, en principe, arrivent entre midi et 14h et qui se dirigent vers la nourrice qui est juste à côté du point de vente. Le camion sera par là. Toi, il faut que tu te mettes là. Tu bloques ici parce qu'il y aurait peut-être un échappatoire ici. L'enjeu est d'interpeller les 5 membres du réseau en même temps. En planque sur un parking, non loin du point de vente, les policiers attendent l'arrivée du vendeur et du gérant sur le site. 2 heures d'attente. On a les 2 objectifs dans le secteur, on y va ou pas confirmé? Avant le top départ. Okay, bien reçu. Allez, on y va. Go, on va y aller. Les policiers à moto ont pour mission d'interpeller le vendeur. Juste abaisser à un moment donné. Équipés d'une caméra embarquée,
ils aperçoivent rapidement leur objectif, ici sur la gauche. À 100 mètres de là, le reste de l'équipe investit une première planque où serait stockée une partie de la drogue. 2, 3. En face. Lance. Chef. Un homme est interpellé dans ce squat. C'est lui qui réapprovisionnerait le vendeur plusieurs fois dans la journée. T'es placé en garde à vue. Ouais, y a pas de... Palpe-le quand même pour voir qu'il a... Attends, je vois qu'il a les poches pleines là derrière lui. Le chien il est où? Tiens, Caro, tu peux regarder ici, s'il te plaît? Ouais, j'y vais. Ok. Tu mets ça? Ouais, c'est des emballages, ça pue bien. Des emballages utilisés pour conditionner le cannabis. T'as plein d'emballages. Ah, elle a raison, hein. Oh, c'est quoi ça, mon bébé? Le chien policier s'intéresse aussi à ce coffre-fort. Oh, c'est trouvé ça, bébé. Ah oui. C'est à toi? Quand mon avocat sera là, je vous fais. Ta réponse c'est ça, c'est quand ton avocat sera là. Merde. Le policier trouve une arme de poing, près d'1 kilo de résine de cannabis et de la cocaïne. Et un peu de coke. C'est tout dedans. On va emmener direct le coffre. Une première saisie, mais les enquêteurs savent que le plus gros de la marchandise est sans doute stocké ailleurs. Tout le monde? Tu, on va à la nounou. Allez, go. Dans le jargon policier, la nounou, la nourrice, est une personne au-dessus de tout soupçon à qui les trafiquants confient leur stock. Il faut l'interpeller au plus vite avant qu'elle ne soit prévenue. Vous avez une pièce d'identité à me présenter? Il est 13h, vous êtes placé en garde à vue à compter d'aujourd'hui. Pour trafic de stupéfiants. Acquisition, détention, transport. Comment? Acquisition, transport de produits stupéfiants. Il s'agit d'une femme sans emploi, d'une trentaine d'années, mère célibataire, inconnue des services de police. Très vite, elle raconte avoir prêté les clés de son appartement alors qu'elle était partie en vacances. Les policiers commencent leur perquisition. Ça vous le sac? C'est quoi? Je sais pas. Vous laissez votre appartement et vous savez pas ce que c'est? Bah, j'étais pas là, j'ai laissé les clés pour qu'ils Ça soient ressemble à quoi? Ça s'appelle de la résine de cannabis. Bah oui, ça, je sais que... Vous avez pas? Ça aussi? Bah oui, c'est du shit. C'est tout ce qu'il y a. Enfin, c'est déjà pas mal. Ok. Un réseau comme celui-là génère en moyenne un chiffre d'affaires de 7 à 8 000 euros par semaine. Les 5 objectifs de la brigade des stupes ont été interpellés et sont emmenés au commissariat. Ça, c'est la deuxième découverte. Et surtout le butin. 7 kilos de résine de cannabis, un peu d'argent, 150 euros, et 2 armes, un pistolet d'alarme et un semi-automatique 9 mm. Ça devait de quoi faire la guerre, les mecs. En ce moment, la grande mode, c'est qu'ils se volent du cannabis entre eux, en fait. Donc, en fait, bah voilà, hein, ceux qui transportent, ils ont une arme et ça permet de protéger les transports de stupes. Ça, c'est les couteaux de découpe de la résine. Et puis ça, c'est pour peser, tout simplement, hein, puisqu'ils les mettent dans des blisters un petit peu comme ce type. C'est pas mis n'importe comment, hein, ils perdent de l'argent, sinon donc c'est tous les 2 grammes à peu près, tous les grammes ou tous les 2 grammes, bah, ils mettent dans un blister et ça vend comme ça. Voilà. Cette saisie représente 60 000 euros à la revente. Une perte sèche pour le gérant et ses complices qui auront peut-être du mal à se relever. Ça, vraiment, ça leur fait très mal parce qu'après, ils doivent tout rembourser. Et c'est compliqué pour eux. Donc ils savent que finalement,
Les vrais méchants, ça sera pas nous, c'est ce qui les attend dehors. Donc du coup, tendance à avoir plus de dialogue de leur part. Les auditions commencent, notamment celle de la nourrice présumée. Comment se fait-il que de la drogue ait été découverte à votre domicile? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Abus de confiance. C'est un abus de confiance? Oui. Pour quelle raison avoir prêté les... Parce que je suis parti 2 mois en vacances et pour éviter les cambriolages, pour faire des mouvements dans la maison pendant ces 2 mois-là. Donc est-ce normal selon vous de prêter les clés de son domicile à un inconnu pour qu'il ait la jouissance pendant 2 mois de votre appartement alors que vous ne connaissez ni son nom de famille, ni son prénom, ni son numéro de téléphone? Soit vous êtes la personne la plus naïve du monde, soit vous vous moquez de moi. Non, vraiment, il m'a dit j'ai pas de téléphone, j'ai pas de numéro. Bon, on va continuer. Au fil de ses auditions, elle reconnaîtra avoir accepté de jouer le rôle de nourrice en échange de drogue pour sa consommation personnelle. Selon le patron des stupes, ces nourrices sont souvent en situation de faiblesse, mais aussi victimes de pression. Dans ce cas-là, ça n'a pas été des menaces directes, c'est mieux pour toi de garder du stup sans rien dire, on sait où tu vis, on sait ce que tu as fait, on sait ça, on sait ci. Donc en fait, c'est tout un tas de petites remarques, de petites suggestions, et ce qui fait qu'au bout d'un moment, la personne est déjà faible. La personne va dire ok, je dis rien, et je garde la matière stupéfiante. Voilà. Pas avoir d'histoire en fait, c'est un vase clos donc. Jugés en comparution immédiate, les responsables du réseau ont été condamnés à 4 ans de prison ferme et 10 000 € d'amende. La nourrice, elle, a écopé de 12 mois de prison avec sursis.